On dit qu'on n'oublie jamais son 18e anniversaire. Le mien, je m'en souviendrai toujours comme du jour où j'ai enfin cessé d'être leur paillasson. Le jour où je me suis retrouvée, allumette en main, au-dessus de mon gâteau posé par terre, à côté de la gamelle de notre Golden Retriever. Pendant que mes parents riaient comme s'ils venaient de décrocher le jackpot au théâtre Apollo. Je m'appelle Roxana Velasquez et j'ai maintenant 28 ans, mais cette nuit-là, 10 ans plus tôt, a tout changé. Avant de vous raconter la suite, laissez-moi vous ramener à ce moment précis où tout a basculé. La fête avait commencé comme n'importe quelle catastrophe organisée par mes parents. Mon père avait invité ses amis de golf, ma mère ses copines du club de lecture. Quant à mes amis, eh bien, après des années de ce qu'on pourrait appeler l'hospitalité spéciale de mes parents, seule ma meilleure amie Megan avait encore le courage de venir. Le grand jour du petit chiot, avait annoncé mon père quand je suis entrée dans la salle à manger, portant la robe bleu poudre que ma mère avait choisie, me donnant l'air d'avoir 5 ans, pas 18. Il se tenait là, en short cargo et ce t-shirt ridicule avec un loup hurlant à la lune, qui, selon lui, le faisait paraître taf. Le même t-shirt avec une mystérieuse tache de sauce salsa datant de mes années lycée. Le gâteau, lui, trônait sur la table. 3 étages de chocolat parfait, commandé pour une fois chez un vrai pâtissier, pas une de ces catastrophes de préparation industrielle de ma mère. 18 bougies prêtes à être allumées. Normal, non? Le moment parfait pour que la fille de l'anniversaire fasse son vœu, jusqu'au moment où mon père a pris ce visage. Vous savez, celui qui signifie qu'il croit être hilarant alors qu'il est sur le point de devenir la raison pour laquelle vous avez besoin d'un psy. Il a saisi mon gâteau à 2 mains, faisant tout un spectacle. Et j'ai juré avoir vu le visage de Megan se décomposer avant le mien. Puis il est passé devant moi, puis devant la table, jusqu'au coin de la cuisine où se trouvent les gamelles de Duc. Vous savez ce qu'on fait avec les chiots pour leur anniversaire, a-t-il dit, posant littéralement mon gâteau à 6 cm de la gamelle de l'eau de Duc. Ils mangent à leur niveau jusqu'à apprendre à faire partie de la meute. La pièce est devenue silencieuse, à part le rire cristallin de ma mère. Oh Harold, tu es incorrigible. Elle a trinqué à son 3e verre de vin. Roxy sait que c'est juste la façon de papa de montrer son amour. N'est-ce pas, chérie? Je suis restée là, sous le regard de 50 pères Dieu. Madame Henderson du club de lecture de maman était figée à mi-sirop de son cosmopolitan. Terry, l'ami golfeur de papa, enregistrait même avec son téléphone. Et Megan, pauvre Megan, semblait prête à renverser toute la table de dessert. Allez, petit chiot, dit mon père, en mode faux alpha mâle. Montre à tout le monde que tu sais encaisser une blague. C'est ce qui distingue les gagnants des pleurnichards. Il faut préciser que mon père avait récemment découvert un podcast appelé Alpha Wolf Mincet, où un type vivant dans le sous-sol de sa mère enseignait aux hommes comment devenir leader de meute. Mon père l'écoutait chaque matin en faisant des curls avec ses haltères de 7 kg, en grognant comme s'il soulevait une voiture. Je me suis approchée de mon gâteau, me suis agenouillée dans ma robe bleu poudre et l'ai pris. Duc, fidèle à lui-même, agitait la queue, probablement surpris que son dîner devienne soudain si raffiné. J'ai attrapé le briquet sur le plan de travail, celui que nous utilisions pour le barbecue. Voilà ma bonne fille, commençait à dire mon père. Mais je me suis relevée, gâteau en main, et j'ai allumé le briquet. La flamme a dansé entre nous et soudain, plus personne ne riait. Pour comprendre pourquoi ce moment avec le briquet comptait tant, il faut savoir que ce n'était pas la première fois qu'Harold Velasquez faisait de moi son spectacle comique personnel. Le chiot avait commencé quand j'avais 7 ans. À la foire du comté, j'avais demandé de la barbe à papa et mon père m'avait fait aboyer pour l'obtenir. Pas juste un petit ouaf, non, un véritable numéro de chien devant toute la file de la grande roue. Les chiots qui veulent des friandises doivent le mériter, disait-il, pendant que ma mère prenait des photos pour son album intitulé « Les moments drôles de Roxy ». Au collège, c'était devenu une routine complète, conférence parents-professeurs où il me tapotait la tête en disant que j'étais propre mais que j'apprenais encore des tours, match de foot où il sifflait et criait « Viens ici, ma fille ». Et même mon Sweet 16 à l'Olive Garden où il avait offert un vrai collier de chien en guise de gag pour les photos. Ma mère, elle, réagissait toujours de la même façon, ton père montre son amour différemment. Certains achètent des fleurs, le tien achète des blagues. Elle disait cela tout en organisant ses tableaux Pinterest, avec des titres comme « Élever une fille reconnaissante » ou « Humour et parentalité ». La femme avait 17 abonnés et se prenait pour une influenceuse maman blogueuse.
Le pire, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je l'avais déjà vue pleurer une fois dans la salle de bain, après que mon père l'avait humiliée au mariage de sa sœur Patricia. Mais dès le lendemain, elle reprenait son rôle de complice, allant même jusqu'à participer aux humiliations. La situation avec Jack aurait dû me mettre la puce à l'oreille que tout était bien plus grave que de simples moments embarrassants. Jack Morrison, terminal, le genre de garçon qui ouvrait vraiment les portes et se souvenait de ton café préféré. Nous sortions ensemble depuis 6 mois quand il est venu dîner. Mon père lui a servi son repas, dans une gamelle pour chien. Tout garçon qui sort avec mon petit chiot doit connaître les règles de la meute, avait-il annoncé. Jack est parti après le dîner et m'a envoyé un message, « Roxy, je t'aime bien, mais je ne peux plus supporter ça. Tu mérites mieux. » Et la réponse de ma mère ? S'il ne supporte pas une blague, chérie, ce n'était pas le bon. Ton père et moi, nous rions ensemble depuis 25 ans. Oui, maman, mais quelqu'un avait-il pensé à demander si moi, je riais ou si je pleurais ? À propos du parcours d'alpha de mon père, il fallait vous voir à son week-end, Wolfpack. Il avait payé 800 $ pour camper avec d'autres hommes d'âge moyen qui ne savaient même pas changer l'huile de leur voiture. Il est revenu avec un certificat intitulé Beta Wolf Rising, ce qui, pour qui connaît ce genre de programme, signifie qu'il avait échoué à toutes les épreuves. Il a quand même encadré. Mais revenons à mon 18e anniversaire et à ce briquet. J'ai allumé les bougies une par une, toujours à genoux, le gâteau sur mes jambes. Duc s'était installé à côté de moi, sûrement pensant que si j'étais à son niveau, nous partagions le moment. La pièce est restée silencieuse, sauf pour le crépitement des flammes. « Fais un vœu. »« Petit chiot », a dit mon père, mais sa voix avait perdu sa force habituelle. J'ai regardé tour à tour mes parents, puis toutes les personnes présentes, et j'ai fait mon vœu dans ma tête, clair comme le jour. Je veux qu'ils ressentent ce que je ressens, chaque once de ce que je ressens. Puis j'ai soufflé toutes les bougies d'un coup et me suis relevée, gâteau encore en main. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, la voix ferme. J'étais sûre que ce serait un anniversaire dont tout le monde se souviendrait. Mon père a tenté de récupérer la situation, voilà ma fille. Voyez, elle s'est encaissée une blague. Forte comme son vieux père. Mais tante Patricia, la sœur de ma mère, qui était restée dans le coin en sirotant son premier verre, a enfin parlé. « Harold, ça suffit. »« Oh, allez, Pat. » A commencé ma mère, « Ne sois pas rabat-joie, c'est pour rire. » C'est alors que j'ai remarqué quelque chose, tante Patricia filmait aussi. Mais contrairement à Terry, avec ses intentions commères, elle avait ce regard comme si elle collectait des preuves. Après avoir soufflé les bougies, j'ai posé le gâteau sur la table et commencé à le couper comme si de rien n'était. Mes mains étaient calmes, mais à l'intérieur, je me transformais du petit chiot effrayé en quelque chose de complètement différent. « Qui veut les morceaux des coins ?» ai-je demandé avec gaieté. La pièce s'est peu à peu détendue. Les gens ont recommencé à parler, mais c'était ce murmure nerveux qu'on entend aux enterrements quand personne ne sait quoi dire. Mon père, pour retrouver son moment d'alpha, s'est lancé dans ce qu'il appelait son discours d'anniversaire. Imaginez la scène, un homme de 53 ans, la sauce barbecue encore au menton, debout sur une chaise, demandant à Terry de le soutenir. Il levait sa bière comme pour prononcer un discours historique. Il y a 18 ans, il est devenu père d'une petite fille, mais je n'ai pas élevé une princesse. Les princesses sont faibles. J'ai élevé un chiot qui connaît sa place dans la meute. Ma mère hochait la tête, son 4e verre de vin à la main, son collier Live, Log, Love reflétant la lumière, le même qu'elle portait à chaque événement, pensant qu'il la faisait paraître cultivée. Et là, mon père continuait, de plus en plus dans son rôle, mon petit chiot devient un chiot plus grand. Il était tellement fier de cette phrase qu'il pensait inventer la comédie. Mais elle avait encore beaucoup à apprendre sur le respect, la hiérarchie familiale. C'est alors que la chaise a bougé. Terry, qui avait lui aussi quelques bières, a perdu l'équilibre. Mon père est tombé comme un sac de pommes de terre, atterrissant directement dans la gamelle de Duc que j'avais remplie 1 heure plus tôt. Des croquettes ont volé partout, et il s'est retrouvé avec de la nourriture pour chien au goût de bœuf dans les cheveux. La pièce a explosé de rire, du mauvais genre. Ce genre de rire où l'on se moque de vous, pas avec vous. Le visage de mon père est passé du rouge au violet, à une teinte que je n'avais vue que sur des aubergines. Ce n'est pas drôle, a-t-il rugi, et tout le monde s'est tu point tout le monde, sauf ma mère, qui maintenant éclatait de rire avec des hoquets, le vin ayant enfin fait effet. Beau,
Chérie. Balbutia-t-elle. Mais si, l'humour, c'est une question de timing. C'est alors que je l'ai entendu. Tante Patricia, dans le couloir, au téléphone, oui, je dois documenter ça. Non, ça dure depuis des années. Les finances aussi. Mes oreilles se sont dressées. Mon père continuait de fulminer sur le respect et la hiérarchie de la meute, en retirant des croquettes de ses cheveux, quand M. Henderson, le mari de Madame Henderson du club de lecture, qui d'habitude se cachait dans les coins, a dit quelque chose qui a tout changé. Et, Harold? Tu n'as pas dit que Roxana commençait à l'université d'État le mois prochain? Ma fille y va aussi, elle devrait se rencontrer. La pièce est redevenue silencieuse. Mes parents se sont échangés un regard, ce genre de regard qui dit « On a oublié de coordonner nos mensonges ». Elle prend une année sabbatique, a dit ma mère rapidement. Elle travaille pour l'entreprise familiale, a dit mon père exactement au même moment. Je suis restée là, le coupe-gâteau toujours en main. De quoi parlez-vous? Je n'ai pas eu de nouvelles de l'université d'État. Nouveau regard entre eux, cette fois plein de panique. On devrait en discuter plus tard, chérie, a dit ma mère, soudain étonnamment redevenue sérieuse. Non, ai-je dit, et ma voix a surpris tout le monde, y compris moi-même. On va en discuter maintenant, devant tout le monde, puisque vous aimez tant un public. Mon père a tenté sa posture d'alpha, poitrine gonflée, bras croisés, mais couvert de nourriture pour chien. Il ressemblait plutôt à un épouvantail qui aurait perdu un combat contre une tornade. Les petits chiots ne donnent pas d'ordre. Je ne suis pas un chiot, l'ai-je interrompu. J'ai 18 ans et je veux savoir ce qu'il en est de mes candidatures universitaires. La pièce était si tendue qu'on aurait entendu une épingle tomber. Ou plutôt, on a entendu tante Patricia revenir dans la pièce, téléphone toujours en train d'enregistrer. Dis-lui, Suzanne, a dit tante Patricia à ma mère. Où je le ferai. Le visage de ma mère s'est effondré, le masque de mère parfaite peint reste glissant. Patricia, dis-moi quoi, ai-je exigé. C'est alors que Meghan, belle et loyale Meghan, qui avait tout filmé sur son téléphone depuis une heure, a pris la parole, vérifie t'aimais, Rox. Le vrai compte, pas celui de la famille. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone, mais l'ordinateur familial était sur le comptoir et quelque chose m'a poussé à m'en approcher à la place. Ma mère a bondi pour l'attraper, mais tante Patricia l'a bloquée. Laisse-la voir, a dit Patricia fermement. J'ai ouvert l'ordinateur portable, celui de ma mère, puisque le mien était mystérieusement tombé en panne 3 mois plus tôt, et qu'il ne pouvait pas le réparer. Son mail était déjà ouvert et là, dans la boîte de réception, un dossier intitulé « Roxana College, 43 mailles ». 43, mes mains ne tremblaient plus, elles étaient parfaitement calmes lorsque j'ai cliqué sur le premier. Félicitations, vous êtes accepté à l'université d'État avec une bourse complète. Daté de 3 mois. Le suivant, rappel, veuillez confirmer votre acceptation avant. Et enfin, nous regrettons de vous informer que, faute de réponse, votre admission et votre bourse ont été attribuées à un autre candidat. La pièce aurait pu être en feu, je ne l'aurais pas remarqué. J'ai continué à cliquer. Northwestern, UCLA, même Harvard m'avait demandé pour un entretien. Tous ignorés, tous expirés. Mais le pire, c'était la réponse envoyée depuis mon propre mail à l'université d'État, refusant la bourse. Merci pour l'opportunité, mais j'ai décidé de rester à la maison pour aider dans l'entreprise familiale. Je n'avais même pas connaissance d'une entreprise familiale. Roxy, chérie, laisse-nous expliquer. A commencé ma mère. Mon père l'a interrompu, essayant de sauver quelque chose, on voulait te faire une surprise. Nous avons acheté un salon de toilettage avec l'argent de ton fonds universitaire. Ce n'est pas une question, ai-je dit. Si vous écoutez encore, et j'espère que c'est le cas, prenez une seconde pour vous abonner et liker. Votre soutien compte plus que vous ne le pensez. Et je vous promets, l'histoire devient encore meilleure. Les invités reculaient lentement vers la porte, mais personne ne partait réellement. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité, et ils le savaient. C'est un investissement pour ton avenir, a tenté mon père, croquette encore dans les cheveux. Tu aimes les chiens. Tu as toujours été notre petit chiot. Alors, tu pensais voler mon avenir et t'acheter une entreprise. Je me suis tournée vers la foule, vous voulez savoir combien il y avait dans mon fonds universitaire? Celui que ma grand-mère avait laissé spécialement pour mes études. Ma mère a émis un son étranglé.
78 000 $. J'ai annoncé que grand-mère avait travaillé 3 emplois pour économiser cette somme, elle était censée être intouchable jusqu'à mes 18 ans, c'était justement aujourd'hui. L'ironie ne m'échappait pas tant que Patricia s'est avancée. En réalité, avec les intérêts, c'est plutôt 90 000 $. Je l'ai aidé à ouvrir ce compte, il y avait des conditions très précises. Des conditions ? Que l'argent ne serve qu'à ton éducation, et tout autre usage serait considéré comme du vol, de la fraude, même, puisque vous avez falsifié ma signature. La pièce a retenu son souffle, comme dans un feuilleton, Madame Henderson a lâché son cosmopolitan, Terry a arrêté d'enregistrer, le visage blême, et mon père est passé du violet au blanc. Attendez une minute, Patricia, on est une famille, c'est une affaire de famille, a bafouillé mon père. La famille ? J'ai ri, un rire sans joie, la famille ne vole pas ses membres, ne cache pas les lettres d'admission, ne traite pas sa fille comme un chien. Duc, sensible à l'émotion dans ma voix, est venu se caler contre ma jambe, le seul réconfort sincère de la soirée. Ma mère pleurait maintenant, mais pas ses larmes pintresques, c'étaient des larmes dévastées, le mascara coulant. On l'a fait pour toi, tu n'es pas prête pour le monde, tu as besoin de nous. Non, et je répliquai, une clarté me frappant comme un éclair, c'est vous qui avez besoin de moi, besoin de quelqu'un à contrôler, de quelqu'un de moindre pour vous sentir supérieur. Je suis retournée à l'ordinateur et j'ai continué de faire défiler les messages, carte de crédit à mon nom, demande de prêt, ils avaient même essayé de réhypothéquer la maison sur mon crédit. C'est un vol d'identité, a chuchoté quelqu'un, le mari de Madame Henderson, apparemment avocat à la retraite, a proposé d'aider. On réglera ça, a supplié mon père. On vendra le salon, tu iras au community college, on s'arrangera en famille. Le salon que vous avez acheté il y a 3 mois ? Et je demandais. Juste au moment où mes admissions arrivaient, et que vous avez probablement déjà plombé parce que vous ne savez pas gérer une entreprise. Son silence en disait long. Vous savez ce qui est le plus triste ? Et je ajoutais en les regardant droit dans les yeux, je vous aurais aidé si vous aviez demandé honnêtement, si vous m'aviez traité comme une personne et non comme un animal. Tante Patricia a posé la main sur mon épaule. Roxana, il y a autre chose, a-t-elle dit. J'ai ri, amère. Ta grand-mère t'a laissé plus que le fonds universitaire, il y a une fiducie qui devient disponible aujourd'hui à tes 18 ans. Ils ne peuvent pas y toucher. Je suis la gérante exécutive. Le verre de vin de ma mère s'est fracassé au sol. Combien, ai je demandé, l'argent étant pourtant la dernière de mes préoccupations. Assez, a répondu Patricia simplement, assez pour aller dans n'importe quelle université qui t'acceptera encore, assez pour recommencer, assez pour ne jamais revenir ici si tu ne le souhaites pas. La pièce est retombée dans un silence lourd, ponctué seulement du bruit des croquettes écrasées sous les pas de mon père tandis qu'il faisait les 100 pas, tu ne peux pas partir, a-t-il lancé enfin. Tu es notre fille. Tu nous dois. Je me suis dirigée vers le gâteau qui avait déclenché tout ça. Vous avez raison, et je dis en le soulevant, les 3 étages entiers, je vous dois exactement ce que vous m'avez donné, humiliation, déception et absence totale de respect. Puis j'ai fait quelque chose qui allait rester dans le quartier pendant des années. Mais pour savoir quoi et comment tout cela s'est terminé, il faut entendre ce qui s'est passé dans les 3 mois qui ont suivi, car la vraie vengeance n'est pas un instant, c'est une symphonie minutieusement préparée, et j'allais en être la chef d'orchestre. Je n'ai pas écrasé le gâteau sur leur visage, contrairement à ce que tout le monde attendait, je l'ai posé délicatement, j'ai pris le couteau, découpé une part parfaite, puis je me suis assise à la table des humains pas par terre, et je l'ai mangé lentement sous leur regard. Patricia, et je dis entre 2 bouchées, je voudrais discuter de mes options demain, dans ton bureau. Elle a hoché la tête, 9 heures, pile. Tu ne peux pas faire ça, a balbutié mon père. Je contesterai la fiducie, je prouverai que tu n'es pas mature. Avec quel argent, Harold, a demandé tante Patricia, d'une voix douce. Les 90 000 que tu as volés, la maison que tu as réhypothéquée, ou peut-être les profits de ce salon de toilettage que tu ne sais pas gérer. Cette remarque l'a cloué au silence. Point après cela, les invités quittèrent peu à peu la fête, chacun me tapotant l'épaule ou me glissant quelques mots de soutien. Madame Henderson me donna discrètement la carte de visite de son mari. Terry supprima la vidéo devant moi et s'excusa. Même Duc sembla comprendre que quelque chose avait changé. Cette nuit-là, il dormit devant ma porte au lieu de rester dans le salon. Tout le monde s'attendait à ce que je fasse mes valises et que je parte immédiatement, dans un élan dramatique. Mais je fis tout l'inverse. Je restai.
Et je devins la fille parfaite. Pendant 3 mois, j'ai joué un rôle digne d'un Oscar. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner, nettoyais la maison, riais aux blagues de mon père, complimentais les bricolages ratés de ma mère, et je ne mentionnais jamais ni l'université, ni l'argent volé. Un matin, j'ai entendu ma mère dire à mon père, « Peut-être qu'on a été trop dur. Regarde comme elle se comporte maintenant. » Mon père, gonflé d'orgueil, répondit, « Je te l'avais dit. » Parfois, il faut serrer la laisse pour qu'un chiot comprenne sa place. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je documentais absolument tout. Megan était ma complice. Officiellement, elle venait pour des après-midi entre filles. En réalité, elle m'aidait à rassembler des preuves, chaque reçu du salon en faillite. Chaque document, chaque mail que mes parents croyaient avoir supprimé. Ils ne savaient pas qu'il faut vider la corbeille pour supprimer définitivement. Le salon, acheté sans aucune recherche, se vidait de son argent à une vitesse impressionnante. Le propriétaire précédent avait vendu parce qu'un PetSmart allait ouvrir juste à côté, proposant des toilettages professionnels à moitié prix. Mon père perdait près de $10 000 par mois, et pour s'en sortir, il avait naturellement commencé à contracter de nouveaux prêts, à mon nom. Ma mère, de son côté, s'était lancée dans 3 systèmes MLM différents. Le garage était rempli d'huiles essentielles, de leggings aux motifs atroces et de chèques nutritifs qui avaient surtout le goût de créchère. Son bio Instagram disait « Suyo est femme entrepreneur » et elle avait 12 abonnés, dont 8 faux comptes qu'elle avait créés elle-même. Le plus ironique restait mon père essayant de toiletter des chiens. Lui qui m'avait appelé « chiot », toute ma vie avait peur de tout ce qui dépassait la taille d'un chihuahua. Je l'ai vu se faire poursuivre par un caniche royal nommé Princesse pendant qu'une cliente filmait. La vidéo est devenue virale, 2 millions de vues où l'on entendait Harold Velasquez hurler « à l'aide ». La princesse m'attaque, alors que le chien voulait seulement jouer. Je continuais pourtant d'être la fille parfaite et même d'offrir mon aide au salon. Voilà ma bonne fille, disait mon père, heureux. Tu vois, Suzanne, elle avait juste besoin d'être dressée. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant ce temps, je rencontrais secrètement ma tante Patricia chaque semaine. Ma grand-mère avait été bien plus clairvoyante que tout le monde. Le fonds fiduciaire n'était pas seulement une somme d'argent, il contenait aussi des dossiers détaillant toutes les magouilles de mes parents au fil des années. Elle connaissait exactement l'homme que sa fille avait épousé et s'était préparée en conséquence. Ta grand-mère appelait ça sa police d'assurance, expliqua Patricia. Elle savait que ce jour arriverait. Nous découvrîmes également que mes parents préparaient leur coup final, m'utiliser comme garantie pour un prêt professionnel voué à l'échec. Ils avaient déjà commencé les démarches, prévues pour être déposées le lendemain de mes 18 ans. Ils avaient même programmé leur fête d'anniversaire de mariage pour célébrer le nouveau départ que mon crédit devait financer. Je n'étais pas seulement en train de préparer ma vengeance. J'étais en train de les laisser creuser leur propre tombe. Patricia m'a parlé un après-midi, leur 25 anniversaire de mariage, au même country club où ils t'ont humilié 3 mois avant ton anniversaire. Ils invitent tout le monde. Harold appelle ça leur célébration d'argent et veut annoncer leur empire commercial. J'ai souri. Vraiment souri pour la première fois depuis des mois. Parfait. Le plan prenait forme comme un magnifique puzzle. Jake, mon ex, m'a recontacté après avoir entendu parler du désastre de mon anniversaire grâce à Megan. Il était en droit maintenant et proposait son aide pour la paperasse légale, pas pour se remettre ensemble. Nous savions toutes les deux que ce bateau avait déjà quitté le port, mais comme il a dit, personne ne mérite ce qu'ils t'ont fait. Nous avons constitué une équipe à l'insu de mes parents. Monsieur Henderson a révisé les contrats. Terry, rongé par la culpabilité d'avoir enregistré, a offert ses compétences en informatique, et certaines dames du club de lecture ont secrètement aidé à rassembler les preuves des mensonges de mes parents au fil des années. Le meilleur, c'était le bateau de mon père. Oh oui, il avait acheté un bateau avec une partie de mon fonds universitaire, qu'il avait nommé Alpha Wolf of the Seas, typiquement Harold Velasquez. Il ne savait pas nager et avait le mal de mer même sur une barque, mais portait un chapeau de capitaine et tout le tralala. Chaque week-end, il emmenait ses amis golfeurs en mer, prétendant savoir ce qu'ils faisaient. Une fois, il a coincé le bateau sur un banc de sable à marée basse et a dû appeler la garde côtière. Le journal local en a parlé, homme de la région secouru après avoir confondu sa Jeep avec un sondeur. Le bateau valait maintenant la moitié de son prix et les frais de marina les étranglaient. Ma mère, quant à elle,
préparait la fête d'anniversaire comme si c'était le mégala. Elle avait engagé un organisateur avec de l'argent qu'il n'avait pas, commandé des sculptures de glace au pluriel, et même réalisé un montage vidéo de leur histoire d'amour. Elle postait des comptes à rebours quotidiens sur Facebook, plus que 47 jours avant que nous montrions à tout le monde ce qu'est le succès. #BossFamilyGoal, #SilverandGold, #AlphaWolfPack. Les commentaires étaient hilarants. Waouh, Suzanne, hâte de voir. Traduction, ce désastre ambulant va être divertissant. 2 semaines avant la fête, je les ai surpris dans leur chambre. Une fois qu'on aura obtenu le prêt commercial avec le crédit de Roxana, on sera tranquille, disait mon père. Elle ne saura jamais. On remboursera plus tard. Et si on ne peut pas, demanda ma mère. Elle apprendra une leçon sur la vraie vie, répondit mon père. C'est là que j'ai su qu'il était temps d'accélérer le plan. La fête d'anniversaire était tout ce que les tableaux Pinterest de ma mère avaient rêvé, et bien plus encore. Sculpture de glace en forme de loup, fontaine de chocolat, DJ chargé de passer, ou Let the Dogs Out, à l'entrée, je jure que je ne plaisante pas. Je portais la robe que ma mère avait choisie, dorée et étincelante, me transformant en boule disco. Tu représentes la famille, m'avait-elle dit. Essaie de paraître réussi. Le country club était rempli. Tous les amis golfeurs, dames du club de lecture et socialites des environs avaient fait le déplacement. Ma mère avait même engagé photographes et vidéastes pour immortaliser leur héritage. Parfait. Plus de témoins. La soirée a commencé avec des cocktails, mon père tenant le rôle principal au bar, racontant à tous son empire commercial et comment il m'avait formé à faire partie de la réussite familiale. Ma mère exhibait ses derniers produits MLM, essayant de recruter les dames du club dans son équipe. Puis est venu le dîner et les discours. Mon père est passé en premier, sobre cette fois, mais portant un costume digne d'un animateur de jeux télé des années 70. Il y a 25 ans, j'ai épousé la plus belle femme du monde, commença-t-il. Et ensemble, nous avons construit quelque chose d'incroyable, une famille, une entreprise, un héritage. Les gens applaudirent poliment tout en vérifiant secrètement leur téléphone. Notre fille Roxana, continua-t-il en me désignant, a enfin appris sa place dans notre meute. Elle travaille dans notre salon de toilettage, contribuant au rêve familial. Je me suis levée. En fait, papa, j'aimerais dire quelque chose aussi. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent, ce n'était pas prévu au script. Bien sûr, petit chiot, dit mon père, sans saisir le danger dans ma voix. Je me suis avancée vers le micro, et souris à la foule et ai sorti mon téléphone. J'ai préparé une présentation spéciale pour mes parents. Nous avons fait des erreurs. C'était la première fois que je l'entendais l'admettre. Mais nous restons une famille. C'est à ce moment que Duc est entré. Pas l'ancien Duc, celui-là était parti en paix 5 ans plus tôt. Celui-ci, Duc Junior, un golden retriever que j'avais recueilli et qui servait désormais de chien de soutien émotionnel à la clinique. Il les a ignorés et est venu s'asseoir contre ma jambe, comme pour dire sans un mot de quoi l'amour est vraiment fait. Une famille ne se vole pas. Une famille ne s'humilie pas. Une famille ne traite pas l'autre comme un animal, ai-je dit. Mon père a voulu reprendre, l'histoire du chiot, c'était juste. Non, ai-je coupé. C'était de la maltraitance. Et pourtant, j'ai ajouté, je devrais presque vous remercier. Vous m'avez montré exactement ce que je ne voulais jamais devenir. Chaque animal que je soigne, chaque maître que j'aide à comprendre le respect et la bienveillance, chaque vie que j'améliore, c'est ma revanche. Ils sont partis, ma mère en larmes, mon père silencieux. Pendant quelques années, j'ai reçu des cartes de Noël, impersonnelles, signées « Maman et Papa ». Je les déposais, encore fermées, dans la corbeille de recyclage du refuge. Puis, le mois dernier, ma tante Patricia m'a appelé. Mes parents allaient être expulsés de leur appartement. Ils avaient plus de 70 ans, les aides ne suffisaient plus, et ils n'avaient nulle part où aller. Je ne te demande pas de les aider, m'a-t-elle précisé. Je t'informe, c'est tout. J'ai réfléchi une semaine entière. J'en ai parlé à ma thérapeute. À Megan, qui m'a dit de les laisser se débrouiller. À Duc Junior, qui s'est contenté de remuer la queue. Puis j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, moi y compris. Je leur ai acheté une petite caravane dans une résidence pour seniors. Rien de luxueux, mais propre et sûr.
Je paie directement le loyer au gestionnaire, pour éviter tout abus. Et j'ai posé une seule condition. Ils n'ont plus le droit de me contacter. Ni appel, ni lettre, ni visite à la clinique. La moindre infraction, et ils devront se débrouiller seuls. Patricia m'a demandé pourquoi. J'ai caressé Duke Junior derrière les oreilles et j'ai répondu, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et je suis enfin assez indifférente pour être capable d'être gentille. Pas pour eux. Pour moi. Porteur, la haine est épuisant, et j'ai mieux à faire de mon énergie. Comme quoi, a-t-elle demandé. Comme ça, ai-je dit en montrant ma clinique. Là où un pitbull terrorisé réapprenait à faire confiance. Là où un chat, mutilé par des propriétaires ignorants, recevait des protections adaptées pour ses pattes. Là où un perroquet, dressé autrefois à ne dire que des insultes, apprenait de nouveaux mots. Des secondes chances, a murmuré Patricia. Pour les animaux, ai-je corrigé. Mes parents ont eu leur chance. 18 ans de chance. Ce que je viens de faire n'est pas une seconde chance, c'est une clôture. La leçon ici n'est pas que la revanche est délicieuse, même si elle l'a été. Ce n'est pas que le karma existe, même si oui, clairement. C'est qu'on peut être traité comme un chien et choisir, au lieu de devenir féroce, de devenir la personne dont les chiens ont besoin. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être vulnérable, silencieux, dépendant de ceux qui ne vous voient pas. Ils m'ont appelée « chiot » pendant 18 ans pour me rendre petite, docile, reconnaissante pour des miettes. À la place, ils ont créé quelqu'un qui défend ce qu'on écrase. Quelqu'un qui sait que le respect ne se réclame pas par la force ou le statut, mais s'obtient par la constance, la douceur, et l'engagement sincère. Sur mon bureau, il y a encore le briquet de mes 18 ans, symbole que parfois, il faut brûler ce qui a été pour construire ce qui doit être. À côté, une photo non pas de ma famille, mais de ma première réhabilitation réussie, une chienne nommée Princesse, sauvée d'un réseau de combat, que tout le monde disait irrécupérable. Elle ne l'était pas. Moi non plus. La différence, c'est que Princesse a reçu sa seconde chance dès qu'on lui a montré de la bonté. Il m'a fallu 18 ans et 90 000 $ envolés pour obtenir la mienne. Mais je l'ai eue. Ce gâteau posé à même le sol pour mon anniversaire a été la dernière fois où quelqu'un m'a fait me sentir moins qu'humaine, même si c'était mes parents, surtout parce que c'était eux. Voici la vérité sur les chiots, ils grandissent. Et un jour, ils deviennent le grand chien. Et ce jour-là, c'est eux qui choisissent, mordre ou s'en aller. Moi, j'ai choisi de m'en aller vers Columbia, puis Cornell, puis ma propre clinique, vers une vie qu'ils ne pourraient même pas imaginer, et encore moins voler. Et ça, comme dirait mon père s'il avait encore son bateau, c'est ce qui distingue les gagnants des géniards. Lou. C'était censé être une célébration, leurs 25 ans de mariage. Un quart de siècle, ça compte, et je voulais que tout le monde s'en souvienne. Les lumières se sont tamisées, l'écran de projection est descendu. Ma mère a saisi le bras de mon père, ses faux ongles plantés dans son costume bon marché. Il y a 25 ans, ai-je commencé, alors que la première diapositive apparaissait, leur photo de mariage. Suzanne et Harold Velasquez ont commencé leur vie ensemble, plein d'espoir. Tout paraissait normal. Diapositive suivante, eux, plus jeunes, me tenant dans leurs bras. Ils ont eu une fille. Puis la maison de notre enfance. Des débuts modestes. Mon père arborait un sourire satisfait, persuadé qu'il assistait à un hommage. Mais le ton a changé. Et puis, quelque part en chemin, ils ont décidé que leur rêve comptait plus que leur fille. Les diapositives se sont succédées plus vite. La lettre d'acceptation à l'université. Les murmures ont commencé dans la salle. Voici une lettre d'admission que je n'ai jamais vue, ai-je expliqué. Mes parents l'ont cachée. Comme toutes celles-ci. Bourse, opportunité, tout dissimulé. Ma mère s'est levée, tentant un faux sourire nerveux. Il y a un problème technique? Suzanne, assieds-toi et laisse ta fille parler, a ordonné ma tante Patricia d'un ton calme et ferme. La section suivante montrait les documents financiers, signature falsifiée, carte de crédit ouverte en mon nom, prêt contracté à mon insu. Grâce à l'aide de Monsieur Henderson, tout était clair, démontrable. Le fonds universitaire que ma grand-mère m'avait laissé? 90 000 $. Disparu. Dépensé pour un salon de toilettage canin en faillite.
Diapositive suivante, une photo du bateau qu'ils avaient acheté, accompagnée d'un article des gardes-côtes relatant leur sauvetage ridicule. Quelques rires nerveux dans le fond de la salle. Puis est venue la partie la plus douloureuse, la vidéo. Mon père courant après un caniche hystérique dans le salon. Ma mère tentant de vendre des leggings prétendument médicaux à des clientes indifférentes. Mon père racontant à ses amis qu'il me dressait, en me faisant manger par terre, pour m'enseigner l'humilité. Et enfin, l'enregistrement audio, réalisé 2 semaines plus tôt, où il discutait tranquillement de contracter encore d'autres prêts en mon nom, pour me forger du caractère, en me laissant gérer les dettes. Le silence s'est abattu sur la salle. Les larmes de ma mère faisaient se décoller ses fossiles. Maintenant, ai-je repris d'une voix posée, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous montre tout cela. Ce n'est pas par vengeance. Même si, je l'avoue, c'est un bonus. C'est parce que, dans environ 5 minutes, plusieurs choses vont se produire. Mon père s'est dressé, furieux. Tu n'as pas le droit. Premièrement, les jeux interrompus, Monsieur Henderson, qui a assuré gratuitement mes services juridiques, va vous remettre des documents. Usurpation d'identité. Fraude. Détournement. Le procureur s'intéresse particulièrement aux faux. Monsieur Henderson s'est levé, attaché caisse en main. Deuxièmement, l'IRS examinera vos déclarations fiscales. Surtout celles où vous avez déclaré que le salon était rentable, tout en déduisant votre bateau comme dépense professionnelle. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise. Troisièmement, la banque vous contactera au sujet des prêts contractés en mon nom. Mes avocats les ont déjà prévenus. Quels avocats? Tu n'as pas d'argent pour des avocats, a craché mon père. En réalité, si. Vous vous souvenez du trust de grand-mère, celui que tante Patricia gère? Grand-mère savait très bien qui vous étiez. Elle m'a tout laissé. Et elle avait prévu un fonds spécialement destiné aux frais juridiques si jamais vous tentiez quelque chose de ce genre. La salle ne bougeait plus. Et enfin, ai-je dit en affichant la dernière diapositive, voici ma lettre d'acceptation reçue la semaine dernière. L'Université Columbia m'accueillera au semestre prochain. Bourse intégrale. J'ai écrit un essai sur la manière dont j'ai surmonté la fraude familiale et l'usurpation d'identité. Ils ont particulièrement aimé le passage sur les 18 années pendant lesquelles vous m'avez fait manger par terre en me surnommant Chiot. Je me suis tournée vers eux. Vous m'avez appelé « petit chien » pendant toute mon enfance. Vous m'avez appris que j'étais en bas de la meute. Aujourd'hui, je reprends ma place. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, et oui, je suis devenue vétérinaire. Pas à cause de cette histoire de « chiot » qu'ils m'ont imposée, je refuse de leur accorder ce mérite, mais parce que les animaux ne mentent pas. Ils ne prétendent pas vous aimer tout en sabotant votre avenir. Ils ne vous appellent pas « famille » en vous traitant comme un objet. Columbia a été tout ce que l'université d'État n'aurait jamais pu être, un espace où j'ai pu respirer, me reconstruire et réussir. J'y ai brillamment obtenu mon diplôme, puis j'ai poursuivi mes études à Cornell en spécialité comportement et réhabilitation animale, surtout auprès d'animaux maltraités ou abandonnés. L'ironie, je la vois très bien. Il y a 2 ans, j'ai ouvert ma propre clinique vétérinaire, à environ 3 heures de ma ville d'origine, assez loin pour vivre librement, assez près pour que les nouvelles circulent. Je l'ai appelée « Seconde chance animal hospital », parce que chaque être vivant mérite une seconde chance, même parfois les humains. Mes parents ont essayé de reprendre contact. Ma mère m'a envoyé un message sur Facebook après ma remise de diplôme, prétendant être fière, disant qu'ils avaient toujours cru en moi et que leur méthode m'avait rendue forte. Je n'ai pas répondu. Mon père m'a écrit une lettre pendant mon admission à l'école vétérinaire, expliquant que tout ce qu'il avait fait m'avait forgé le caractère, que me traiter comme un chiot avait été éducatif. Il a signé sa lettre comme si de rien n'était. Je ne lui ai jamais donné la satisfaction de lire ma réponse. Elle avait signé sa lettre, l'alpha de ta meute. J'ai utilisé cette page pour tapisser la litière d'un chat au refuge où je faisais du bénévolat. Ils sont apparus le jour de l'inauguration de ma clinique. 10 ans de dégâts avaient semblé en provoquer 20 sur leur visage. Les cheveux de mon père étaient entièrement gris et sa démarche autrefois fière s'était transformée en une posture voûtée, résultat d'années de petits boulots. Ma mère n'avait plus rien de la reine des photos Pinterest, elle portait des vêtements dépareillés achetés en liquidation. « Nous sommes tes parents » a-t-elle dit, debout dans ma salle d'attente. « Tu ne peux pas juste nous effacer.
Je n'ai pas levé les yeux du dossier que j'étais en train de consulter. Je ne vous ai pas effacé. Vous vous êtes effacé vous-même quand vous avez volé mon avenir. Mon père a murmuré.